Dans ça se discute, nous avons plusieurs sujets au menu. On parlera d'abord de la loi de finances exercice 2022 qui est promulguée par le chef de l'État. Ce qu'en pensent mes invités en plateau, mes chroniqueurs, je vais le savoir dans un court instant. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Vous allez bien? Oh, je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies respectives. C'est ça. Journaliste, analyste politique, merci de votre présence. En face de vous, François-Xavier Loumont qui est resté avec nous depuis le début de l'émission. François, merci beaucoup. Fidèle au poste. Fidèle au poste, tout à fait. Alors, je reste avec vous, Alphonse Moïse Soudé. La loi de finances 2022 promulguée par le chef de l'État, c'est l'aboutissement d'un processus, on sait, qui prend par l'Assemblée nationale plusieurs étapes avant la promulgation. À partir de ce moment, elle est exécutable, elle a un caractère, elle a une force exécutoire désormais. Oui, je crois que les différents ministres sont passés devant l'Assemblée nationale pour exposer leur budget. Donc on est arrivé à faire des recadrages. Je crois que finalement un budget a été retenu. Nous avions déjà évoqué le montant. Je dis c'est fort heureux parce que c'est toujours bien d'avoir le budget de l'année prochaine avant la fin de l'année en cours. Maintenant, il revient aux différents citoyens parce que moi, ce qui m'intéresse souvent dans un budget, ce sont les nouvelles taxes, les nouveaux impôts qui s'imposent aux citoyens. Parce que généralement, nous ne prenons pas connaissance du budget pour savoir quelles sont les taxes que nous devons payer. Et dès qu'on commence par collecter ou par réclamer ces taxes, c'est qu'on se plaît. Donc, je voudrais que tous ceux qui savent lire prennent connaissance de cette loi des finances-là pour voir quels sont les nouvelles taxes, oui, les nouveaux impôts instaurés parce que, on le dit souvent, le budget de notre État est essentiellement fiscal. Donc nous devons savoir désormais quelles sont nos obligations. Et je souhaiterais aussi qu'au niveau du ministère des Finances, que les spécialistes fassent peut-être la synthèse de ces différentes taxes et de ces différents impôts sur lesquels ils vont mettre la lumière pour permettre aux citoyens. Parce que quand le citoyen n'est pas informé des nouvelles taxes et des nouvelles impôts, c'est au moment du paiement de ces taxes ou impôts-là que le problème se pose. Donc je voudrais que le ministre des Finances, Romy Awadayi, instruise les services techniques pour qu'on fasse une émission peut-être dans toutes les langues pour montrer à nos compatriotes les nouvelles taxes et les nouvelles impôts. Parce que c'est ça qui est important. Vous savez, la plupart des Béninois, on s'intéresse très peu au budget alloué à chaque ministère. Mais on veut savoir, nous, citoyens, quelle est notre part, quelle est la participation qu'on exige de nous pour pouvoir atteindre ce budget. Donc, je voudrais que le ministère fasse ce travail-là pour nous, pour que les gens puissent comprendre, pour qu'au moment opportun, ils ne soient pas déçus par les tâches qu'on va leur exiger. Déçus, peut-être surpris aussi par les taxes. Vous faites bien de le rappeler, Alphonse Moïse Soudé, dans un budget, il y a assez d'implications concernant les dépenses, les recettes, mais aussi les obligations fiscales des uns et des autres, dont il faudra en prendre connaissance. François-Xavier Loumont, la loi des finances pour l'année prochaine est désormais votée. Est-ce que c'est une première dans l'histoire de notre pays qu'une loi de l'année suivante soit votée déjà dans l'année précédente, soit promulguée déjà dans l'année précédente en cours? Non, c'est dans l'ordre des choses. On ne peut pas rentrer. C'est ce qui est fait habituellement. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qui arrive. C'est la suite logique. Ça a été, après le passage à l'Assemblée nationale, s'il n'y a pas d'amendement majeur ou de blocage, le président promulgue, puisque c'est sa feuille de route, puisque c'est un document du gouvernement qui est aller se faire ausculter par la représentation nationale. Donc là, on est dans ce qui est fait normalement. Donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. D'accord. Le budget, faut-il le rappeler, s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 2541,203 milliards de francs CFA. Il faut quand même rappeler que c'est un budget qui grandit au fil des années. François-Xavier nous montre depuis que ce gouvernement est en place, ça va crescendo en fonction des projets qui sont tracés, des perspectives qui s'annoncent. Oui, effectivement, si vous regardez un peu, il y a quand même une corrélation entre ce qui est annoncé et par exemple le programme d'action du gouvernement. Évidemment, la part de 2022
à corréler aussi avec tout ce qui est prévu jusqu'en 2026. Donc évidemment, il y a de gros projets, de gros investissements qui sont attendus pour ce budget-ci. Je crois qu'on tourne autour de 800 milliards d'investissements en termes de mobilisation de ressources internes également et de ressources externes, tout ce qui est fait, mis en œuvre pour que les régies financières soient les plus performantes possibles. Oui, on peut dire que c'est un budget qui est à la hauteur des ambitions de ce gouvernement. Tout à fait. Alphonse Moïse Soudé, vous avez la même lecture, budget en fonction des prévisions du gouvernement, des surtout en fonction des ambitions, parce que quand vous avez des ambitions, il faut vous donner les moyens de pouvoir réaliser, parce que qui vous souviennent qu'on a dit le deuxième mandat sera hautement social, donc de 2021 à 2026. Il n'y a que dans l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos compatriotes, l'État mettra à disposition un certain nombre de moyens. Donc ces moyens seront échelonnés sur les 5 ans. Mais je dis, moi, le gouvernement a fait sa part. Mais je dis, nous avons, ça là, je m'attaque directement aux partis politiques. Leur fonctionnement quel que soit leur bord. Je dis quel que soit leur bord, leur fonctionnement est payé à partir de l'argent du contribuable béninois. Que ces petits partis politiques nous disent, nous prenons le budget de 2021, l'année qui va à sa fin, et le budget de 2022, qu'on fasse une étude comparative. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui a été promis, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc il faudrait que les partis politiques, c'est leur rôle, nous en tant que journalistes, ce n'est pas à nous de faire ça. C'est eux qui animent la vie politique, c'est eux qui suivent les actions, qu'on soit de la mouvance ou de l'opposition. Moi j'attends d'eux, avant le 31 décembre, qu'ils viennent, puisque le budget est disponible. Qu'on fasse une lecture comparative, parce que c'est ça qui prouve que, parce que quand un gouvernement fait un travail, et que le gouvernement n'est pas suivi, n'est pas marqué à la culotte, on ne voit pas ce que les partis de la mouvance, c'est vrai, c'est leur rôle de soutenir le gouvernement, mais c'est aussi leur rôle de nous dire, voilà pour 2021 ce qui a été projeté, voilà ce qui a été atteint, quels sont les goulots d'étranglement qui ont empêché le gouvernement d'atteindre les objectifs initiaux. Donc il faut que l'opposition aille aussi fasse le même travail, parce que s'ils le font, c'est leur rôle, ils sont payés pour ça, ils ont pris l'argent du contribuable, parce que ce qu'on donne aux partis politiques par an, c'est dans le même budget. Donc il ne faut pas qu'on prenne l'argent du contribuable qu'on aille dormir. Je veux parler surtout des 3 partis qui ont été, que ce soit l'UP, le BR et la FCBE, on les attend. Moi, je les attends dans les prochains jours qu'on nous fasse cette étude comparative-là. Parce que dans la société, chacun joue son rôle. Le gouvernement fait l'actualité. Nous, en tant que journalistes, on a pour mission de commenter l'actualité. On commente l'actualité des partis, mais il revient aux partis politiques qui sollicitent souvent le suffrage des populations pour leur dire, en 2021 par exemple, on a promis de construire tel ouvrage, mais pas faute de moyens, on n'a pas pu mobiliser les fonds parce que vous ne vous êtes pas acquitté de vos taxes, de vos impôts. Il faut que ce travail soit fait, parce que généralement on ne le fait pas. On applaudit juste le budget. Non, il faut faire un travail. Là, ça encourage le gouvernement. Le gouvernement se sentira dans l'obligation de mieux faire, parce que quelque part, il est suivi. Et il est suivi, il est marqué à la culotte, comme on dit pas, les partis politiques. Mais quand ça ne se fait pas, c'est qu'on évolue comme ça. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, nos parents analphabètes, tout le monde ne sait pas lire un budget. Tout le monde ne sait pas lire un budget. Donc il revient au ministre des Finances avec son service technique de nous dire l'essentiel du budget. Notamment nos obligations. Parce que François Xavier le rappelle souvent pour dire nous n'assumons pas nos obligations, nous ne payons pas nos taxes, nous ne payons pas les impôts. Encore faudrait-il que je sache que cette année, il y a de nouvelles taxes, il y a de nouveaux impôts. Donc si on peut déjà faire ce travail-là, sensibiliser les gens, nous avons dit ici, par exemple, il y a des impôts qui sont payés là. Est-ce qu'il y a possibilité d'échelonner? Il faut qu'on donne la possibilité aux citoyens de savoir quelle est sa part dans la confection du budget, parce que le budget, ce n'est pas seulement les PTF, nous aussi, nous contribuons au budget. Donc, il faut qu'on nous dise ce qui nous revient de droit pour que nous puissions comprendre. Parce que c'est toujours difficile quand on dit à quelqu'un tu dois payer tes taxes, il dit je n'étais pas informé. Maintenant, si on l'informe un peu plus tôt, il va s'organiser. En conséquence. Mais est-ce que vous avez le sentiment que les Béninois s'intéressent, en tout cas une certaine catégorie s'intéresse forcément au budget, ce qui doit leur revenir. Pour eux, n'est-ce pas peut-être vaquer à leurs occupations quotidiennes, exercer leurs activités quotidiennes qui leur confèrent quelques revenus et essayer de survivre ou de vivre au quotidien peut-être. Oui, c'est ça. En réalité, on est préoccupé par notre vie quotidienne, comment faire pour améliorer le quotidien. Mais nous sommes dans une république.
Et dans une république, nous avons des droits, nous avons aussi des devoirs. Donc il faudrait qu'on nous informe de nos devoirs. Parce que c'est pourquoi j'ai dit, il revient au service technique du ministère des Finances, appuyé par les partis politiques qui doivent constituer des relais. Donc si la population n'est pas informée de ce qui l'attend, il sera difficile que dans les cœurs, les gens soient convaincus pour libérer ce qui leur est venu. Donc moi je dis, il faut l'information, il faut la sensibilisation pour aboutir à fin 2022 aux résultats attendus. François Xavier, sur la question de l'information des populations, et il y en a, même si c'est traduit dans leur langue locale, ne s'intéressent très peu à cela. L'essentiel pour elles, c'est de vaquer à leurs occupations quotidiennes, essayer quand même d'exercer leur activité pour en tirer quelques revenus pour la subsistance. On n'a pas cette culture-là, c'est ce que je voulais dire, de s'informer du contenu d'un budget et surtout des obligations qui pourraient être les nôtres pour l'année à suivre. Peut-être faire un travail dans ce sens au niveau des populations. Déjà, en ce qui concerne le ministère des Finances et l'équipe du ministère des Finances, je pense qu'ils font un boulot colossal, parce que ça fait depuis 2018, si j'ai bonne mémoire en tout cas. C'est la date à laquelle je suis tombé sur ce qu'ils appellent la version citoyenne du budget. À chaque livret du budget de chaque année, ils explicitent ce document volumineux étant redouté par même les plus grands spécialistes s'y perdent parfois. Ils le simplifient en une version qu'on appelle version citoyenne disponible sur le site du budget. Moi j'ai déjà travaillé plusieurs fois en chronique économique où tout est pratiquement simplifié. C'est en français facile, c'est accessible à un élève de CM2 pour comprendre très concrètement comment le budget s'explicite, ce qui va à chaque secteur, comment l'État compte mobiliser les ressources pour y arriver, comment l'État compte dépenser, ainsi de suite. Donc, je pense que ce soit les journalistes, les hommes de médias, que ce soit les partis politiques, que ce soit les différents types d'organisations, ils peuvent se saisir de ce document. C'est assez accessible pour que chacun puisse y comprendre quelque chose. Maintenant, pour la problématique posée par Moïse Alphonse Soulé, je pense que pour cette fois-ci, quand même, les deux blocs ont pu faire le travail, parce que à l'occasion de la loi, à l'occasion du collectif budgétaire gestion 2021, je pense que les députés sont revenus un peu sur le taux d'exécution du budget passé, parce que le collectif budgétaire, il était question d'une augmentation du budget passé, étant donné qu'il y avait des dépenses additionnelles. Donc ils ont eu le temps quand même de s'appesantir sur ce qui revenait à peu près le budget de 2021, un peu moins de 3 000 milliards quand même de francs CFA, 2 900 et quelques milliards. Donc ils ont eu le temps quand même de voir, de poser des questions au ministre et de comprendre un peu d'où ces dépenses, comment les dépenses se sont, disons, charpenté sur l'année écoulée. Mais je suis d'avis que en ce qui concerne les obligations des citoyens, surtout pour les taxes, les impôts, les nouvelles procédures, les exonérations, il est important qu'il y ait une plus grande vulgarisation. Dans le document dont je parle, la version citoyenne, avec ce que je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu quelques modifications, il y a toujours des ajustements. On verra bien en attendant que ce qui a été promulgué par le chef de l'État soit disponible pour qu'on s'y penche. Mais déjà, je sais que dans cette version citoyenne, il y a une exonération, par exemple, pour tous ceux qui importent des véhicules neufs devant servir au transport en commun. Il y a une exonération de ceux je ne sais pas dans quelle marge, en tout cas des revenus locatifs. Donc ça concerne tous ceux les propriétaires qui ont des baux et donc qui gèrent des locataires. Il y a une exonération. Il y a une exonération aussi pour ce qu'on a appelé dans ce document les bas salaires. On a déjà relevé le niveau
En temps, ce qui était exonéré, c'est tous les salaires qui commençaient à 50 000 et moins. On est passé à 60 000 et moins. Il y a aussi diverses incitations ici et là pour permettre quand même à la population de faire face à ce qu'on peut considérer comme une inflation assez tenace, mais même si on est loin des 3% du critère de convergence. Sinon, on est tous conscients qu'il y a quelques produits de première nécessité qui ont pris un surcoût. Donc, normalement, ces quelques mesures devraient pouvoir venir aider à juguler un peu cette envolée des prix. Donc, on attendra de voir un peu dans la livrée finale de ce document quelles sont de façon exhaustive les exonérations accordées pour 2022, les nouvelles taxes s'il y en a, ainsi de suite. Mais il est important quand même que les citoyens soient au courant de ce qui change, de ce qui évolue, pour pouvoir savoir à quoi s'en tenir. Bien évidemment, Alphonse Moïse Soudé, on remarque au niveau d'une certaine frange de la population qui se disent souvent ce sont des chiffres qui sont annoncés parce que le budget, c'est avant tout des chiffres quand même qu'on nous communique avant l'exécution proprement dite dans la pratique. Il y en a qui estiment que ce sont des chiffres et qu'à chaque année, ces montants-là augmentent, mais qu'ils n'en ressentent pas forcément l'effet sur leur vie quotidienne. Non, vous savez, c'est pourquoi je dis qu'il faut apprendre aux gens à lire un budget. Et pour ce que je sais, dans un budget, il y a la partie fonctionnement, il y a la partie investissement. Parce que quand on dit c'est tel nombre de milliards, on se dit, mais tout ça là, ça passe où? Mais justement, il y a la partie fonctionnement, parce que dans le budget, vous devez retrouver le salaire des ministres, le salaire de tous les agents permanents de l'État, ainsi de suite. Dans la partie investissement, les réalisations promises par le gouvernement. Donc, il faudrait qu'on explique aux gens, parce que, écoutez, je ne fais aucun affront aux députés pour dire qu'il y a des députés qui sont assis à l'Assemblée nationale, qui étudient le budget, mais qui ne comprennent pas le budget. Donc, disons les choses clairement. Donc, il faut que... Parce que le travail, c'est quoi? Quand les gens ne sont pas informés, ils ne réagissent pas, ils sont réticents, ils ne comprennent pas. Parce que c'est vrai que quelqu'un m'a dit, à plus de 2 milliards, qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça? Plus de 2 000 milliards, qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça? Il ne sait pas qu'il y a la partie fonctionnement. Parce qu'il faut que les gens, ceux qui travaillent, aient leur salaire. Il y a la partie investissement, il faut des réalisations. Donc il faudrait qu'on explique aux populations. Parce qu'aucun État ne peut fonctionner sans un budget. Mais c'est l'augmentation que l'on remarque qu'on doit pouvoir expliquer. C'est pourquoi je dis, et je répète, François a déjà abordé une partie, tout ce qui est fait. Il faut qu'on fasse le point du budget de 2021, et ça c'est les partis politiques. Et qu'on fasse une étude comparative avec le budget de 2022, et qu'on sensibilise les citoyens à participer, à libérer leur part. La part qui revient à chacun pour que le budget soit atteint, parce que si nous avons un budget essentiellement fiscal et que nous ne payons pas nos impôts, il n'y a que des réalisations qui ne seront pas faites sur le terrain. Donc je voudrais que ce budget soit distingué. Pourquoi pas ne pas organiser des débats dans les différents partis politiques. Dans chaque parti politique, il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes de confection de budget qui peuvent faire le travail. Et là, quand le citoyen, il comprend, je dis, les Bénins ne sont pas têtus. S'il comprend ce qu'on attend de lui, il va agir. Et quand ça reste au niveau seulement des grands chiffres, ça devient, disons, ça devient une incantation pour ces théâtres, 2 milliards, 2000 milliards, c'est quoi ça? On n'a pas les écoles, on n'a pas les centres de santé, les routes entamées n'ont pas été achevées, les marchés en construction n'ont pas été livrés. Donc il faudrait qu'on explique aux populations pourquoi c'est comme ça. Parce que les gens disent, si on retrouve encore dans le budget de 2022 les trucs de marché, ils vont dire, les lois, il est qu'il faut. Donc ça veut dire que ce qu'on a entamé n'est pas fini. Donc il faut qu'on explique aux gens pourquoi il y a des charges qui sont reconduites dans le budget suivant. C'est pour dire que nous n'avons pas pu tout réaliser parce que c'est étalé sur plusieurs années. Mais quand les gens ne comprennent pas, c'est normal que les gens boudent pour dire nous on donne les impôts, on paye les taxes, mais on ne ressent rien dans le quotidien de nos compatriotes. Tout à fait. François Xavier, nous mentionnons la question toujours de ce budget qu'il faut expliquer aux populations. On sait quand même qu'au niveau de la représentation nationale, ce sont des personnes qui représentent le peuple, et au sein des formations politiques, il y a aussi ces députés-là qui peuvent quand même
descendent vers leur base électorale, leur fief, comme ils aiment à l'appeler, pour leur expliquer un peu après le vote d'un budget, voici comment ça se passe, ça va se passer, voici ce que nous projetons avec l'État en attendant la promulgation. Est-ce que vous sentez que dans la pratique, dans la culture politique, les mandants ont cette habitude-là avec la base, et qu'est-ce qui pourrait être corrigé pour que les fois à venir, les populations ne disent pas un peu comme Alphonse Moïse Soudé le relevait, bon, 2000 milliards, on ne sait pas ce qu'ils en font, bon, nous, on est là, voilà. Qu'est-ce qui pourrait changer à ce niveau? Bon, pour les députés, je ne saurais vous répondre. Je ne suis pas dans leur permanence ni dans leur fief. Je ne les accompagne pas sur le terrain, donc je ne peux pas savoir s'ils le font ou pas. Mais il est à souhaiter quand même que, pas forcément les députés, mais les partis politiques s'organisent pour faire descendre ces messages importants vers la base. C'est quelque chose de capital qu'il faut couper. Qui devrait permettre à tout un chacun de toucher du doigt la réalité de ce qui se passe et de ce qui se trame pour qu'on puisse mettre effectivement, comme Moïse Alphonse le dit, des réalisations devant des prévisions. Tout à fait. D'accord, merci beaucoup. On va parler de ce sujet-là où notre pays est encore premier, justement, au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine par rapport à l'utilisation des services financiers en 2020. C'est un classement qui vient donc consacrer notre pays premier sur ce plan-là. Alphonse Moïse Soudé, c'est vrai que ce n'est pas une première. Nous sommes désormais habitués, notre pays, à avoir des lauriers un peu partout, notamment en Afrique, à gravir des échelons, à être premier de tel ou tel classement. Déjà, est-ce que vous êtes surpris de ce classement? Écoutez, moi, je ne connais pas la grille d'évaluation. Parce que forcément, pour désigner quelqu'un premier, il y a une grille d'évaluation et vous répondez aux critères qui sont imposés. Mais je dis, bravo. Si sur ce plan-là, le Bénin est premier, je dis bravo. Mais je dis une chose, j'ai vu ce matin dans beaucoup de canards, mettre ça à la une. C'est ce que je reproche à nos compatriotes. Mais pourquoi vous le leur reprochez? Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour C'est une bonne nouvelle, je suis d'accord, c'est une bonne nouvelle. Quand le Bénin est porté au pinacle, on doit se réjouir. Mais pourquoi parfois quand, sur certains plans, le Bénin, des rapports qu'on appelle épingle le Bénin, on crie à sur le boudin? La façon dont nous célébrons la victoire, célébrons aussi célébrons les coups de fouet qu'on nous donne. Bon, oublions d'abord les coups de fouet. Parlant de ceci, je vais vous donner quelques précisions. C'est la Direction générale des opérations et de l'inclusion financière de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui a produit son rapport sur la situation de l'inclusion financière au sein de l'UEMOA au titre de l'année 2020. Et à la lecture justement du dit rapport, il est aisé de constater que le Bénin a enregistré les meilleures performances économiques au cours de l'année de référence avec un taux de 82,4% contre une moyenne de 63,8% au sein de l'Union. C'est ce qui a valu j'ai dit tout à l'heure, je salue ce travail qui est fait. Je sais qu'autour du ministre Romuald Boana et du ministre des Finances, il y a des compétences. J'en connais qui travaillent avec lui, qui sont des compétences avérées. Donc, quand je dis, quand mon pays fait des progrès, et que sur le plan régional ou sous-régional ou international, le Bénin est encouragé, nous sommes fiers que les compétences de nos compatriotes se soient reconnues. On a beau aimer le président Patrice Talon, on a beau ne pas l'aimer, mais quand on reconnaît des compétences de nos compatriotes, ce n'est pas à nous de cracher sous la soupe. On dit, mais félicitations, c'est-à-dire, vous pouvez aller encore de l'avant. On a parlé de 82%, et j'aurais souhaité que dans les prochains rapports, les prochaines années, que nous puissions crever le plafond. J'ai dit, j'encourage ceux qui, parce que je connais des cadres autour du ministre des Finances qui ne donnent pas, qui sont au boulot très tôt le matin, qui rentrent pratiquement peut-être au-delà de 0 heure quand les enfants sont déjà au lit, qui se tuent à la tâche pour que cela puisse arriver. Donc, je ne suis pas les seuls, nous le faisons tous. Pardon? Je ne suis pas les seuls. Non, je parle de leur cadre, je parle du cadre du ministère des Finances. Écoutez, c'est un critère de compétence? Non, ce n'est pas un critère de compétence. C'est-à-dire que les hommes compétents n'aiment pas les échecs. Voilà. Les hommes compétents
aiment la réussite et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Il faut que ça... Parfois au prix de leur vie de famille, parce que famille, les femmes se plaignent, papa est parti tôt, papa est rentré tard, mais c'est ça. Je vous fais remarquer aussi qu'il y a des femmes qui... Ben oui, j'ai dit papa et maman est parti tôt, bon, c'est souvent donc compliqué papa se plaint. quand papa se plaint parce qu'il n'arrive pas à avoir son épouse à disposition, et bon, parfois il se fâche, mais bon, à la fin il se tait. Donc je dis que j'encourage ces cadres-là, et je voudrais demander à tous les cadres de la République, quand votre État vous fait confiance et vous confie des postes de responsabilité, vous devez montrer aux gens que vous méritez ce poste-là. Ce n'est pas forcément pour l'argent, parce qu'il y a des gens, bon, ils courent tout le temps après l'argent, mais quand vous valorisez vos compétences, vous pouvez être sollicité à l'international. Donc je voudrais que les cadres béninois comprennent ça. Il y a des gens qui se font appeler cadres, mais qui ne réussissent pas à la mission qu'on leur confie. Ils sont cadres. Ils sont cadres, mais sur le terrain, ils ne sont pas pratiques. Oui. D'accord. François Xavier, il n'est pas quand même superflu de se réjouir d'un tel classement. Notre pays qui est premier au sein de l'UEMOA, il faut s'en féliciter. Et peut-être rappeler que ce sont des critères qui ont prévalu à cette sélection. Le Bénin ne s'est pas autoproclamé premier concernant l'utilisation des services financiers. Oui, en parlant d'inclusion financière, oui, c'est là. Cette place vient quelque peu couronner des efforts de longue haleine, des efforts soutenus. Moi, ce qui m'intéresse, il y a eu je ne le savais pas, par exemple, que dans l'espace UEMOA, le Bénin a le taux de bancarisation le plus élevé. Avoir le taux de bancarisation, je pense que c'est un exploit, même si on est très loin encore. Même si on est encore très loin des standards internationaux, on est autour de, je pense qu'on doit être autour de 30%. 30% de taux de bancarisation au Bénin. On est devant des pays comme la Côte d'Ivoire qui devrait se retrouver à 20%, le Sénégal pas loin. Donc le Togo qui est à 27%, le Burkina à 20%, la Côte d'Ivoire à 20%, le Sénégal qui est à 19%. Ce qui est étonnant quand même, ce qui est étonnant pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal en termes de taux de bancarisation, parce que ces pays-là quand même on ne peut plus avancés que le nôtre. Donc c'est un exploit authentique. Ça voudra dire que quoi? Ça voudra dire que normalement dans quelques années, si on poursuit dans cette dynamique, qu'on devrait arriver à franchir la barre des 50% assez vite. Pour permettre quand même avoir une masse critique, parce que ce que nous doivent comprendre, c'est quoi? Quand vous mettez votre argent à la banque, c'est vrai, ce sont vos deniers, c'est pour vous. Déjà, ce n'est pas pour que l'État vous fasse la chasse, pour que l'État vous ponctionne vos maigres ressources, ainsi de suite, parce qu'il y a souvent cette psychose, surtout en ces dernières années où on trouve que l'État nous matraque fiscalement, l'État est à la poursuite de nos deniers ou qu'il se trouve sous le matelas, n'importe où l'État irait le chercher. Non, ce n'est pas pour nous matraquer. Mais imaginez par exemple que les Béninois déposent à 80% leurs avoirs, que ce soit les salaires, les revenus, comment on appelle, les économies, ainsi de suite, soit dans les banques. Ça voudra dire que quoi? Ça voudra dire déjà qu'il y a, quand on agrégera tout ce que les banques qui opèrent dans notre pays ont comme liquidité, ce ne serait plus la même chose. Nos ministères, en tout cas l'État, n'aurait peut-être plus besoin d'aller mobiliser de l'argent sur la place communautaire, mais mobiliser comme on le fait, des souscriptions nationales, comme on le fait régulièrement, parce que l'État aussi a des prêteurs en interne. L'État a la capacité, en fait, pour être concret, c'est-à-dire que plus nous faisons confiance au système bancaire en mettant nos deniers, plus l'État a la possibilité de mobiliser beaucoup plus de ressources en interne. Donc l'État peut nous emprunter notre argent et investir à notre bénéfice. Je donne un exemple très simple. Quand on parle de dette, l'un des pays les plus endettés au monde, c'est le Japon. Sinon, le pays le plus endetté sur cette terre, c'est le Japon. Au-delà de 120 et quelques % de dette de PIB. Mais seulement que la différence, c'est que une bonne 99,99% de cette dette est détenue par les Japonais eux-mêmes.
donc par la population japonaise. Donc comment ça se fait? Et simplement par leurs avoirs, leurs pensions, ce qu'ils déposent de façon nette dans les structures financières, n'importe quel type de structure financière. L'État n'a pas forcément besoin d'aller lever des milliers de dollars, des millions de dollars ou des milliards de dollars sur les grandes places financières. Déjà, ils se contentent de rester sur la place de Tokyo et de lever les financements dont ils ont besoin auprès de leur propre population. Donc c'est ça l'idéal, parce que ça vous protège de beaucoup de choses. Ça vous protège des risques de change. Ça vous permet, votre population quand même ne va pas vous faire, ne va pas être très regardant sur le taux d'intérêt, puisque c'est pour votre bénéfice au total. Donc il y a beaucoup de bénéfices que l'État, en tout cas la collectivité, en tire. Donc il est encouragé que nous poursuivions nos efforts pour que le taux de bancarisation soit un peu plus important. Et ça amène une fluidité, une lisibilité dans du système financier, et ça permet à toutes les structures de l'État de pouvoir travailler en symbiose. On sait à peu près combien vous gagnez, donc ça permet aussi de lutter contre la corruption, parce que on peut croiser vos déclarations d'avoir avec ce que vous avez en compte bancaire, on peut regarder un peu tout ça et assainir le système. L'autre point aussi, c'est, en parlant d'inclusion financière, je pense que en termes d'utilisation des services financiers, on va dire décentralisés, ce qu'a amené la digitalisation, nous arrivons encore en tête dans l'espace UEMOA. Je pense qu'on doit être à un taux d'utilisation de 80, un peu plus de 80% de ces moyens-là. Ça c'est plutôt intéressant. Maintenant, il faut évoluer en termes de volume, parce que une chose est d'arriver à ce que pratiquement tous les Béninois utilisent les systèmes de paiement, de transfert d'argent dont on a tous connaissance, mais c'est le volume de transactions. Je pense que hors de ce classement, en termes de volume de transactions, nous avons encore des efforts à faire, parce que je pense que nous arrivons derrière le Sénégal, la Côte d'Ivoire et même le Togo. Donc je pense que nous sommes à la 4e position dans l'espace UEMOA. Nous devons être à des transactions autour de 260 et quelques milliards de francs CFA pour tout ce qui est transactions alors que le Sénégal doit être autour de 800 et quelques milliards en termes de volume transféré chaque année. Donc ce sont des efforts importants, mais il y a beaucoup de choses à faire. C'est ça. Le rapport, quelque part, précise que ces performances du Bénin traduisent la bonne utilisation des services financiers du pays. Alphonse Moïse Soudé, n'est-ce pas intéressant ça? Oui, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le rapport a sa grille d'évaluation. Moi, je ne suis pas financier, donc c'est en fonction des critères élaborés. Si un pays répond à tous ces critères-là, c'est normal que ce pays-là soit élu à ce niveau-là. Mais ça devrait nous encourager à... Un pays qui est devant le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Oui, bon, écoutez, la Côte d'Ivoire, finalement, était... Avec les différentes situations politiques que traverse la Côte d'Ivoire, ce n'est plus la même chose. Oui, mais quelque part, est-ce que ce n'est pas aussi la prime ou bien la résultante de l'atmosphère politique qui est pacifiée chez nous? Parce que pour qu'un pays soit politiquement stable, ça dépend aussi de ses dirigeants quelque part. Mais oui, c'est vous qui le dites, mais ce que moi je constate, c'est vous qui le dites, parce que c'est vous qui le dites, mais ce que je constate, c'est que bon, le Bénin a pu, selon ces critères-là, le Bénin a pu sortir sur l'épingle du jeu. C'est déjà essentiel. C'est pourquoi je dis, il faut encourager ceux qui font le travail. Et je dis, quand je vois ça c'est ma lecture des choses, quand je vois les différentes performances qui sont attribuées ces derniers temps au ministère des Finances, je soupçonne que peut-être notre ministre des Finances sera peut-être premier au niveau de la Banque mondiale ou du FMI. Parce que quand vous suivez un peu les actualités dans les pays, ceux qui font les ministres qui font ce genre de performance, leurs efforts sont souvent courageux. Peut-être que d'ici à la fin de l'année ou début 2022, le ministre des Finances béninois aura une place dans ces institutions-là pour montrer aux gens que bon, au Bénin, il y a de la compétence. Maintenant, quant à la situation politique, je ne voudrais pas la lier parce que la Côte d'Ivoire, tout le monde connaît la puissance, le management de Ouattara. On connaissait
Donc aujourd'hui, on ne sait pas si c'est le même Ouattara qu'on a connu sur une faute. Donc le temps est passé, peut-être que les aptitudes, les compétences se sont amoindries. Donc il y a de nouvelles générations qui ne savent pas forcément que, parce qu'on a Ouattara, bon, qui est un grand gestionnaire, que forcément que sur le plan économique, la Côte d'Ivoire va dépasser le Bénin. C'est pas ça. Moi, je ne fais pas cette comparaison-là. On dit que c'est à l'œuvre qu'on reconnaît l'artisan. Chaque pays a utilisé les compétences à sa disposition. Donc, dire ça, c'est que vous le reconnaissez que dans mon pays, il n'y a pas de compétences. Il y a des compétences avérées qui font le travail. Donc, je voudrais qu'on les félicite. Moi, je m'en fous des autres pays. Je parle de mon pays. Que la Côte d'Ivoire soit à la traîne, le Togo soit à la traîne, c'est pas mon problème. Et sauf que c'est un classement. Vous savez que dans une classe, c'est du premier au dernier. Vous savez, un parent qui prend le bulletin de son enfant, l'enfant est premier, il ne demande pas à son fils qui est le dernier. Son fils est premier et puis il encourage son fils, il continue, que quelqu'un soit d'autre, soit deuxième, troisième, dernier, ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est quand son fils est deuxième qu'il demande à son fils qui est premier. Non, mais quand le fils devient premier devant celui qui a l'habitude d'être premier, le parent... Il ne pose pas de questions. Quand son enfant est deuxième, il dit qui est premier. Pourquoi lui est premier? C'est un ancien qui il dit pourquoi lui est premier? Qu'est-ce qu'il a de plus que toi? Mais il ne va pas te dire mais pourquoi l'autre est dernier? Non, il dit tu es premier. Et si le fils est premier devant le premier qui devient deuxième? Ah, c'est pas son problème. Son fils est premier et puis il se contente de ça. D'accord. Non, c'est pas ce type, c'est pas une course à l'échalote non plus. C'est pas. La Côte d'Ivoire demeure cette formidable machine de guerre et de prospérité qui a nos deux économies à beaucoup de points de vue ne sont pas comparables. Mais la crise politique a fragilisé la Côte d'Ivoire. Oui, je pense que même la crise politique est loin maintenant, parce que la Côte d'Ivoire c'est une formidable machine de guerre. Au sens figuré, parce que là... Non, oui, au sens figuré. Au sens figuré, je pense économiquement, voilà. La Côte d'Ivoire et le Sénégal restent les deux mastodontes de l'espace UEMOA. Nous avons beaucoup avancé, mais notre économie n'a pas encore de taille à concurrencer. Alors, vous remettez en cause vos performances? Non, la performance, il faut savoir de quoi on parle. C'est pas, on n'apprécie pas, on ne dit pas que c'est un classement par rapport à des, comment on appelle, des considérations bien précises. On ne dit pas du jour au lendemain que l'économie béninoise est devenue la première économie du monde, mais on apprécie, par exemple, comme je l'ai dit, en termes de services financiers, l'utilisation que nous en faisons, nous en avons fait, je pense c'est pour l'année 2020, nous avons obtenu de meilleurs résultats que les autres. Mais encore une fois, je faisais la différence tout à l'heure. En termes d'utilisation des services financiers, en termes d'utilisation des moyens digitaux pour les transactions et les paiements. Dans la sous-région, encore une fois, en termes d'utilisation, nous venons en première position. Mais en termes de volume, nous sommes à la 4e position. C'est-à-dire plus de Béninois à comparer aux Ivoiriens, aux Sénégalais, aux Togolais et à d'autres. Le Béninois est plus prompt à utiliser ces moyens-là. Mais en termes de transactions brutes, nous sommes encore loin. Et là, réellement, quand on dit en arrière, c'est la photocopie, c'est la photographie exacte de notre économie. Parce qu'en termes de volume, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, en fait, le classement est cohérent. Parce qu'en termes de volume, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont devant nous. C'est un peu comme si vous nous comparez avec le Nigeria. Nous pouvons utiliser plus que les Nigérians ces services financiers, mais la taille de leur économie fait que quand vous envoyez 1000 francs, peut-être pour une transaction, eux ils envoient 1 million. Donc au final, au bout de la journée, le volume est plus important. Ça ne veut pas dire que leur économie est plus en meilleure santé que la nôtre, pas du tout. C'est un peu quand vous appréciez le chiffre d'affaires. Une entreprise peut faire 20 000 milliards de chiffre d'affaires, une autre 15 milliards de chiffre d'affaires, et celle qui a 15 milliards de chiffre d'affaires peut-être a moins de dettes, a moins de chi, a peut-être en meilleure santé financière. Donc ce sont ces appréciations-là qui sont faites. Ça dit seulement quelque chose. Ça dit ce qui est important. Encore une fois, moi, le point qui m'intéresse le plus là, c'est le taux de bancarisation. Je ne savais pas que le Bénin avait un taux de bancarisation supérieur aux autres pays de l'UEMOA. Et ça, c'est capital, c'est important. Je pensais, naïvement, comme beaucoup, que les Béninois avaient une aversion pour les comptes bancaires et les services bancaires. Et c'est ce qui semble se dire. Mais on va dire que dans l'espace UEMOA, il y a d'autres qui sont plus
qui ont plus d'aversion pour les services bancaires que nous. Et encore une fois, c'est un bout que nos autorités doivent tenir pour faire la promotion des services bancaires, simplement parce que ça permet à la collectivité de lever plus facilement des ressources en interne. Ça nous permet de financer plus facilement l'économie, de financer plus facilement l'État. Donc l'État, le ministre d'État et ses équipes n'auraient pas besoin de se casser la tête outre mesure pour aller monter des schémas efficaces, des schémas intéressants sur le marché de l'UEMOA pour pouvoir lever 10 milliards, 20 milliards, 100 milliards, mais le marché interne suffirait. On est encore loin parce qu'il faut de la productivité, beaucoup de productivité, mais c'est déjà un bon départ qu'on soit déjà à 30%. Si encore une fois, si on peut dépasser les 50% d'ici quelques années, ce serait un sacré exploit et ça permettrait d'améliorer beaucoup de choses en termes de financement de notre économie. Voilà. Tout à fait. Alphonse Moïse Soudé, c'est vrai que suite à ce classement, d'énormes défis restent à relever au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. On dit ceci, en dépit de ces progrès en matière d'inclusion financière, des défis demeurent notamment pour l'atteinte de l'objectif global de la stratégie régionale d'inclusion financière dans l'UEMOA, adopté depuis 2016, à savoir assurer sur un horizon de 5 ans l'accès à l'utilisation d'une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés et à coût abordable à 75% de la population adulte de l'UEMOA. Au thème de l'année 2020 qui marque l'échéance initiale de mise en œuvre de ce plan d'action, les défis identifiés pour une meilleure inclusion financière se rapportent à l'accès, l'utilisation, les coûts des services ainsi qu'à la disponibilité des données. En gros, il y a des performances réalisées, c'est vrai, le Bénin étant en tête suivi d'autres pays, mais au-delà de tout, les perspectives, comme François Xavier Noumon le faisait constater tout à l'heure, le chantier est encore vaste. Il ne faut pas qu'on dorme sur le laurier et qu'on s'appelle le Bénin ou les autres pays au sein de l'Union. Les challenges continuent. Oui, c'est pourquoi je dis il faut encourager nos autorités à aller de l'avant. Au niveau de la bancarisation, c'est vrai, on aurait pu faire mieux. Mais certains de nos compatriotes ne font pas confiance aux différentes banques parce qu'ils estiment que parfois il y a de ces prélèvements bizarres qu'on nous paie sur le compte. Qu'on ne maîtrise toujours pas. Qu'on ne maîtrise pas. Moi, j'ai eu à aller, je me suis rendu dans une direction d'une banque où j'ai gueulé. Parce qu'on ne peut pas m'envoyer de l'argent, je vais à la banque, mais je ne peux même pas retirer ce qu'on m'envoie. Tout a été pris sur des petites pièces, on vous prend 1200, 250, 125. Donc les gens, quand ça arrive comme ça... Et ça a rogné tout ce que vous avez. Oui, ça a rogné. Je peux vous apporter le détail. Puisque j'ai exigé qu'on me fasse le détail. J'ai dit, mais écoutez, moi je ne vais plus mettre mon argent dans votre banque. J'ai créé mon compte ailleurs. Donc quand ça se passe comme ça, beaucoup de gens se disent, mais autant garder, si soit à la maison, son argent, parce que parfois même vous avez votre argent, vous avez votre carte bancaire, vous rentrez dans on dit qu'il n'y a pas la connexion. Oui, et puis alors que votre enfant est souffrant, vous avez besoin d'argent pour faire soigner votre enfant. Et quand ça se passe comme ça, ne reprochez pas à mes compatriotes d'être déçus de la prestation des banques. Donc il revient pour rassurer nos compatriotes que les banques améliorent leurs performances. Parce que c'est dangereux pour quelqu'un de garder à la maison son argent. Voilà, le voleur peut venir à tout moment. Maintenant, quand il a des voleurs, il y a d'autres intempéries, l'inondation, les incendies, les souris. Oui, les souris, oui, c'est vrai. Mais je dis, il faut que les banques travaillent à rassurer nos compatriotes. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir de l'argent, de les garder à la maison. Si on a l'assurance que la banque peut nous aider à bien gérer notre argent et qu'on n'aura pas de difficultés à tout moment où j'aurai besoin de mon argent, je peux aller au distributeur, retirer le montant. Et l'avoir promptement aussi. Et l'avoir promptement. Je crois que, en réalité, c'est ça qu'aujourd'hui, même les transferts d'argent par les réseaux mobiles posent problème. Parce que parfois, on a besoin de faire une opération urgente. On dit qu'il y a problème de connexion, ça ne passe pas. Le gars dit, mais si j'avais mon argent en poche, j'aurais déjà réglé ça. Donc, il faut travailler avec les banques pour qu'ils améliorent leurs performances. Dès que les performances seront améliorées et que nos compatriotes auront l'assurance que, bon, ils peuvent déposer leur argent et en disposer à tout moment. Ils peuvent déposer leur argent sans peur. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils se disent, mais est-ce qu'on n'est pas suivi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part quelqu'un qui suit les transactions
que nous recevons, toutes les opérations que nous faisons sur nos comptes. Donc, si c'est ça, je préfère garder mon argent à la maison. Donc, quelle garantie de confidentialité voilà. Donc, aussi. il faut aussi rassurer les gens. Dès que les gens seront rassurés, volontiers, ils iront déposer leur argent à la banque et ça va permettre au Bénin d'accroître ce taux-là au niveau de la bancarisation. François David, c'est vrai que ce n'est pas le sujet forcément à l'ordre du débat, mais il s'agit quand même d'apporter quelques clarifications par rapport à ce volet-là où vous entendez souvent qu'on va à la banque pour faire un retrait d'argent, mais vous faites la queue. On sait que les banques à une certaine heure c'est fermé déjà, 16h45 déjà c'est bouclé, 17h vous n'avez plus droit, vous avez une urgence, vous faites la queue et avant tout on vous dit que c'est bon, repassez demain alors qu'il y a une urgence, ou bien carrément on dit qu'il n'y a pas la connexion. Et ça ne s'explique pas, dans toutes les banques pratiquement, les usagers estiment que, mais bon, pour retirer mon argent, me dit qu'il n'y a pas la connexion, surtout à une certaine période quand même, la fin d'année par exemple, ou bien la veille de certaines fêtes, les gens font l'accueil, on leur dit qu'il n'y a pas la connexion. Est-ce que ceci ne vient pas renforcer ceux-là qui ont la crainte des banques? Non, ça peut y participer, mais votre question rejoint ce que vous avez lu tout à l'heure en termes de défis. On parle d'arriver à un taux, je crois, de 115% d'adoption des services financiers à des coûts abordables et sans trop de tracasseries. Exactement, c'est de ça qu'on parle. Il y a une marque bancaire dont on ne va pas appeler le nom, mais qui a pignon sur rue. Donc vous aurez constaté que depuis quelques temps, ils ferment agence sur agence. Ils n'ont plus vraiment d'agence. Ils ont quelques agences, on va dire, dans la ville de Cotonou. C'est une stratégie assumée un peu partout sur le continent parce qu'ils ont fait le pari de la digitalisation. Ils ont fait le pari de la digitalisation. Et un pays comme le nôtre, le classement le dit, où ces plateformes-là sont plutôt adaptées, devraient faciliter ce que vous dites, parce que avec la digitalisation, vous n'avez plus d'horaires de banque à respecter ou pas. Vous avez accès à vos deniers, comme on le ferait pour les transactions que nous faisons via les réseaux mobiles. Je pense que de plus en plus les banques beaucoup le font déjà, cette marque bancaire en particulier, et ça va devenir de plus en plus prégnant pour nous permettre d'avoir accès à des services bancaires plus faciles, plus accessibles et à moins de frais. Étant donné les frais également, ça a été demandé plusieurs fois pour que la BCEAO puisse agir pour réguler un peu tout cela, pour les prélèvements, les frais de tenue de compte, d'ouverture de compte. Même pour avoir un relevé bancaire, il faut payer de l'argent, ce qui est une hérésie, parce que sous d'autres cieux, c'est quelque chose de gratuit normalement. Donc je pense fondamentalement qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour qu'on en arrive à améliorer les services financiers. Et quand on parle de services financiers abordables et à moins de frais, c'est pouvoir offrir par exemple des services d'assurance, pouvoir offrir par exemple on parle d'assurance maladie, c'est de pouvoir offrir ce type de services via les plateformes financières. Donc il y a un ensemble de services à offrir via ces plateformes-là et qui restent encore à développer. Et c'est l'objectif dont on parle. Donc les tracasseries dont Moïse Soudé a fait écho devraient pouvoir trouver solution dans ces plateformes-là, étant donné que nous les avons déjà adoptées. Donc pour les banques, ça ne devrait pas normalement poser de problème. L'autre aspect qui freine un peu le taux de bancarisation aussi, c'est la disponibilité des agences hors milieu urbain. Parce que vous voyez que la concentration des agences répond simplement à une logique urbaine pour le moment. Donc comme les stations d'essence, il faudra aller vers les zones périurbaines pour pouvoir brasser large et permettre au pays d'avoir un taux de bancarisation beaucoup plus en rapport avec ses ambitions. Tout à fait.
Merci beaucoup pour ces précisions. Alphonse Moïse Soudé, vous êtes rassuré maintenant? Non, oui, moi, écoutez, je dis, si les banques nous rassurent, si ils peuvent améliorer leur performance, c'est de façon volontaire que les gens iront déposer leur sous à la banque, parce que quel que soit ce que vous avez besoin de la banque, vous avez de l'argent qui vient de l'extérieur. Quand votre argent est gardé dans une banque, vous dormez en paix. Mais quand vous dormez avec votre argent à la maison, ça ne marche pas. Dès qu'une souris passe sur le toit, vous avez peur que le voleur vienne vous dévaliser. Donc je dis, il revient à ces banques-là de rassurer nos concitoyens. Parce que, vous voyez, il a parlé tout à l'heure des zones rurales. Il y a de gros commerçants qui font d'énormes chiffres d'affaires, mais qui n'ont pas à portée de main une banque où il faut déposer. Donc ils sont obligés de gagner par devant le million. Et puis bon, avec les intempéries, tout ça là, ça va en l'air. C'est ça. Parlons, si vous le voulez bien, de ce sujet hommage justement à ce monseigneur sud-africain qui nous a quittés le 26 décembre 2021. Desmond Tutu, pour ne pas le nommer, est parti à l'âge de 90 ans. Plusieurs hommages lui sont rendus à travers le monde entier, ainsi que celui du chef de l'État béninois, Patrice Talon, qui regrette la disparition de monseigneur Desmond Tutu. Dans une publication sur sa page Facebook, le président béninois a rendu hommage à l'homme d'église. Il dit: Desmond Tutu, un nom à jamais gravé dans l'histoire. Homme d'église, il était aussi et surtout un humaniste dont l'action inspirera des générations et résistera à l'usure du temps, a-t-il écrit. Alphonse Moïse Soudé, que retenez-vous du parcours du monseigneur? Desmond Tutu, prix Nobel de la paix 1984. 84, tout à fait. Nobel de la paix 1984 est un homme religieux engagé. C'est-à-dire qu'il a pris position par rapport au développement séparé qu'on appelait la ségrégation raciale, qu'on appelait apartheid en Afrique du Sud. Il a lutté pour la chute de ce système-là, et il a aussi lutté pour la réconciliation entre les peuples sud-africains. Donc voilà un religieux qui ne s'est pas contenté de prêcher dans les églises, mais qui est descendu sur le terrain, qui s'est retrouvé aux côtés du peuple pour combattre l'ennemi commun qui était en ce temps-là l'apartheid. Nous connaissons tous les affres de l'apartheid, c'est le développement séparé, où les Blancs avaient les écoles, les Nègres avaient les écoles. Nous vivons dans un même pays, mais il nous était difficile de collaborer. On a vu voilà quelqu'un qui a lutté. Donc je crois que on salue la mémoire de l'artiste. Il n'a pas vécu inutilement. Il a marqué son temps, il a marqué des générations entières. Et je voudrais, à l'instar de Desmond Tutu, exhorter tous les hommes religieux. Parce qu'il y a des religieux qui se contentent de prêcher le dimanche, de recueillir les dîmes, et puis de trouver que les autres sont des pécheurs. Il ne faut pas collaborer. Mais il faut montrer au peuple que l'homme de Dieu n'aime pas l'injustice. Le religieux combat l'injustice. Le religieux d'abord est aux côtés du peuple. Parce que si le peuple ne se sent pas en sécurité, si le peuple ne se sent pas libre de ses mouvements, le peuple ne viendra pas à l'église donner les quêtes, donner les dîmes. Donc je voudrais exhorter les religieux de mon pays à se comporter comme Desmond Tutu. On ne leur demande pas de descendre dans les rues pour faire des mouvements, mais on leur demande de rassurer le peuple face à la difficulté. Vous savez, nous tous, face à nos difficultés, on se tourne vers Dieu. On dit Dieu, c'est la seule personne qui peut nous soulager de nos difficultés. Quand nous avons lutté, que nous sommes fatigués, on dit nous laissons tout entre les mains de Dieu. Il faut que les religieux se retrouvent aussi aux côtés des peuples pour lutter contre les différentes injustices. Bien évidemment. François-Xavier Noumon, qu'est-ce qui a fait la particularité de ce monseigneur Desmond Tutu que toute l'Afrique entière pleure aujourd'hui? Il était monseigneur comme tous les autres, mais est-ce son prix Nobel qui a peut-être boosté les choses depuis 1984, son action, son engagement au profit des hommes et des peuples, ou il y a d'autres éléments qui ont milité en sa faveur? Non, déjà je voudrais dire, il ne s'agit pas seulement de l'Afrique, c'est le monde entier qui le célèbre, parce que d'abord c'est une personnalité. D'une personnalité, c'est une gouaille particulière, des méthodes, c'est une tête forte, c'est un phrasé particulier, c'est un bout en train, c'est un malicieux, c'est un personnage
assez entier, assez cocasse, qui maniait la verve propre au grand tribun, et puis l'humour parfois massacrant qu'il peut afficher. Non, ce qui a fait de lui la personnalité qu'il est aujourd'hui qu'on célèbre, c'est sa lutte contre l'apartheid. Déjà, c'est le premier archevêque noir à pouvoir à aller aussi loin dans la hiérarchie anglicane. Donc c'est pas n'importe qui, ça c'est un autre exploit, simplement parce que je pense en 1986, il était archevêque du Cap. C'était la première fois qu'un noir était arrivé jusque là à l'époque. Il faut recontextualiser un peu tout ça pour se rendre compte de l'exploit, et simplement il a défendu, en tout cas, une lutte ferme et pacifique contre l'apartheid. C'est ce qui lui a valu le prix Nobel de la paix en 84. Donc, quand on parle d'apartheid en Afrique du Sud, on parle évidemment de Nelson Mandela, on parle de Winnie Mandela, on peut parler de Steve Biko avant, qui a été... Nelson Mandela, dont le chef de l'État a fait allusion à la famille. Voilà, inévitablement, quand on dit Nelson Mandela, on devra dire Desmond Tutu, parce qu'il a quand même pesé énormément. D'ailleurs, pour faire la bascule vers la nation arc-en-ciel que toute l'Afrique du Sud souhaitait, c'est lui qui a dirigé la commission Vérité et Réconciliation. Je voudrais juste finir par une seule phrase. La réconciliation doit combiner vérité et pardon. Ça, c'est une phrase importante que je garde de lui, qui devrait nous faire réfléchir sous nos cieux, parce que nous, chez nous, on se précipite très vite pour demander pardon, mais personne n'est prêt à se confesser. Donc il est important que nous méditions. C'est bien de célébrer ces hommes-là et leur parcours, c'est encore mieux de s'inspirer de ce qu'ils ont laissé comme fait, acte et parole. D'accord. Merci beaucoup à vous, cher chroniqueur François-Xavier Noumon, consultant permanent de cette émission. Alphonse Moïse Soudé, journaliste, analyste politique. On va vous retrouver demain avec le même plaisir. Dans un court instant, vous aurez droit à la chronique politique. Ce sera avec notre consultant politique que nous allons retrouver ici même en plateau dans quelques minutes. Restez avec nous.